Alors, salut tout le monde, moi c'est Shadow, Chris. À l'état civil, fallait Christian Chirianele Marc Alexandre. Je suis gourou, beatmaker et artiste-chanteur. J'ai été nominé 3 fois au Prémude, une fois au Koundé et une fois au Hip Hop Award où j'ai eu le prix de meilleur beatmaker. J'ai une longue carrière de presque 15 ans dans le domaine de la musique. Mon enfance a été plus ou moins calme. J'ai pas fait grand chose de particulier. J'étais un élève assez normal, plutôt réservé et très studieux parce que moi je me concentrais beaucoup sur mes études. Je voulais avoir la reconnaissance des membres de ma famille et tout, donc je me concentrais beaucoup sur ça parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué. Du coup, j'étais toujours parmi les 5 premiers, soit le deuxième, soit le premier, soit le troisième. Ça a toujours été comme ça. Du coup, j'ai pas vraiment fait du genre les bêtises, ce genre de choses là. Sauf une fois où j'ai séché les cours, une seule fois, avec le soutien de mon meilleur ami d'enfance qui m'a dit ouais non faut qu'on joue parce qu'on venait de m'acheter une console de jeu et il voulait à tout prix la jouer pendant que les darons l'avaient cachée. Du coup on a découvert la console et on l'a joué toute la matinée au lieu d'aller au cours. Et ce jour-là, je m'en suis tellement voulu, je me suis dit, je vais plus jamais sécher le cours de ma vie. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai plus jamais raté un seul cours, quoi. J'avais toujours de bonnes notes. J'étais toujours tranquille. Après, j'ai grandi à Ferké. Donc, j'ai fait mon école primaire à Ferké. Quand j'ai eu mon CEP, je suis allé à Charles Lwanga, toujours à Ferké. Jusqu'en 3e où j'ai eu le BPC avec mention bien. Et là, j'ai été orienté à Abidjan, à Notre-Dame d'Afrique. Et c'est à mon arrivée à Abidjan que les choses ont pris une toute autre tournure. Parce que en 3e, je me suis pris d'amour pour la musique. Avant ça, j'aimais beaucoup la musique, j'écoutais beaucoup. Mais c'est à partir de la 3e que j'ai commencé à avoir envie d'en faire. Dans notre famille, on écoute toujours la musique, on écoute ça tout le temps, même jusqu'à aujourd'hui, on se réunit toujours pour écouter de la musique avec les frères et tout. Mais c'est à partir de la 3e, en fait, que j'ai vraiment commencé à songer à en faire. J'ai commencé à concevoir des choses dans ma tête. Pourquoi pas faire cette mélodie-là? J'avais des mélodies qui me touchaient, d'autres non, tu vois. Et juste après mon BEPC, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à nourrir l'envie de faire de la musique. Donc, arrivé à Abidjan, j'avais ça dans un coin de ma tête. J'ai fait ma seconde, ma première, ma terminale, j'ai eu mon bac. Et après mon bac, naturellement, les darons m'ont demandé, parce que j'ai fait le bac C, m'ont demandé ce que je voulais faire, vu que j'aime beaucoup la science. Est-ce que j'allais pas m'orienter dans un truc dans ce domaine-là? Et là, moi, je leur ai dit que je voulais faire de la musique. Bien sûr, ils sont tombés des nues parce que ils savaient pas vraiment d'où ça venait. Même si quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup au piano, mais ils se disaient que c'était genre un passe-temps comme les autres, quoi. Du coup, ça les a vraiment étonnés, genre, d'où il sort ça, quoi, tu vois. J'ai dit non, sérieux, moi, c'est ce que je veux faire, genre, j'ai commencé vraiment à y penser sérieusement depuis longtemps, du coup. Je veux vraiment faire ça. Et ils m'ont dit, tes papiers actuels te permettent pas de faire ça. Genre, t'as pas fait de formation, t'as rien fait et tout. Tu as eu un bac C. Bon, avec un bac C, qu'est-ce que tu vas faire dans la musique? Bon, j'ai pas eu de réponse. Donc, ils m'ont dit, choisis un truc où tu pourras évoluer. Parce que ton affaire de musique, là, non, on comprend pas. C'est comme ça que
je me suis orienté en informatique. J'ai décidé dans mes réflexions de commencer à faire une formation en informatique. Parce que je me disais que c'était le meilleur moyen de faire ma musique après. Parce que en temps, j'ai fait mes recherches, je savais qu'il y avait la musique assistée par ordinateur. Donc, bien sûr, dans mes fournitures, il y avait des ordinateurs. Donc, on m'a acheté un ordinateur. J'ai utilisé l'ordinateur pour installer mes logiciels de musique et m'auto-former dessus. C'est comme ça que j'ai commencé à devenir beatmaker un peu. Et à côté de ça, j'écrivais des chansons et tout. Avec mon frère informaticien aussi dans le temps. On a formé le groupe BYT. Un groupe de rap coupé-décalé dans le temps. Les gens n'accrochaient pas. Avant, c'était que le coupé-décalé, tu vois. Et c'est comme ça que qu'on a commencé à, genre, dans nos chambres respectives. Souvent, j'allais chez lui, souvent, il venait chez moi et on composait de la musique, quoi. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est juste quelque chose que j'aimais faire, en fait. Moi, j'ai une conception différente de la vie. C'est pas genre, je vais faire un métier. Moi, je me dis, faire quelque chose, si tu fais quelque chose, si tu le fais bien, il n'y a pas de raison que tu ne gagnes pas ta vie. Si tu le fais de la meilleure manière possible, avec toutes tes compétences, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc moi, je vois pas, je me dis pas genre, je vais travailler dans telle entreprise, moi je vais faire telle chose, que ça devienne mon métier et tout. Moi, je me dis, je dois juste bien faire quelque chose. Et quelque chose que tu aimes à 100%, tu le fais naturellement très bien. Donc, c'est au moment où j'ai commencé à aimer faire ça, que j'ai commencé à passer du temps à faire ça. Et naturellement, genre, je suis devenu fort dedans, quoi. Je dirais, c'est depuis tout petit, hein. Avant, je voulais pas en faire, en guillemets, un métier. Mais au fil du temps, j'ai commencé à en faire beaucoup. Après mon bac, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à en faire, en fait. Et en fait, c'est devenu un métier de façon naturelle. J'avais envie de faire de la musique. J'avais envie de chanter. Et vu que j'ai eu une formation en sciences, genre, j'ai l'habitude de me demander comment les gens font. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai commencé par devenir beatmaker d'abord. Et à écouter beaucoup de chansons rap, R&B, pour savoir comment ils écrivent, comment ils placent leurs mots, comment ils font les rimes et tout. Et en fait, c'est mon auto-formation là qui m'a permis de comprendre plus ou moins comment ça fonctionne, que ce soit au niveau du beatmaking, que ce soit au niveau de l'écriture et tout. Et en temps, je me suis inscrit à la chorale aussi, Saint-Albert-le-Grand, où j'ai appris à utiliser ma voix en fait pour atteindre les notes, pour ne pas chanter faux et tout. Ça chante très bien ce que j'avais derrière la tête, c'est-à-dire genre lancer ma carrière dans un avenir plus ou moins proche, quoi, quand je serai prêt. Voilà. Et vu que je suis pas un gars genre qui a le contact très facile, tu vois, je suis toujours assez timide, assez dans mon coin. Je me suis dit, au lieu que j'aille vers les gens, il faut que les gens viennent vers moi. Et la meilleure manière pour que les gens viennent vers moi, c'est de maîtriser ma musique. À la base, on avait sorti un album avec mon frère là, parce que le daron, il avait vu que mon affaire de musique là, c'était sérieux. Et donc, il s'est dit, pourquoi pas m'accompagner dedans. Donc, ça a été mon premier producteur. En 2008, on a sorti un album de 10 titres qui s'appelle Métisique. En CD, on a pressé près de 5000, 6000 CD. Aujourd'hui, les CD sont toujours là. Ça a été super invendu, mais ça a été aussi une étape de ma vie très importante parce que ça m'a permis de comprendre un peu comment ça se passe dans le showbiz. C'est pas toujours que les gens vont te soutenir en fait. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. En 2016, j'ai sorti mon premier album avec mon frère rap. Le groupe s'appelait BYT, l'album s'appelait Métisique, mais ça n'a pas marché. Et après ça,
vu que j'ai vu un peu comment ça fonctionnait, les gens s'approchaient de toi, en fait, soit parce que ton papa a beaucoup d'argent, soit par, par intérêt, quoi. Donc, je me suis dit, ce pourquoi les gens vont venir vers moi, ce sera parce que j'ai du talent. Et moi aussi, je vais utiliser ça pour avoir quelque chose en retour. Donc, j'ai commencé avec mon ordinateur d'informatique, là, à faire des instrus pour les gens. Ensuite, avec l'argent des instrus, je me suis acheté un micro, je me suis acheté une carte son. Peu à peu, le matériel en fait pour monter un mini studio et pour pouvoir améliorer aussi mes chansons que je faisais pour m'entraîner pour devenir un meilleur artiste. Du coup, c'est comme ça que le studio a commencé. Au départ, c'était des micros, genre les micros de chant que tout le monde utilise pour chanter et tout. Après, c'est devenu un micro plus professionnel, une carte son plus professionnelle. La qualité de mon son a commencé à s'améliorer. J'ai mis la clim dans l'endroit où je travaillais pour ne pas que les clients meurent de chaleur parce qu'au début, c'était que le ventilateur et puis il fallait éteindre pour chanter. Après, les gars, genre, même dans mon quartier, quand j'ai commencé à faire des sons pour les artistes coupés, décalés du temps, ça, les sons jouaient déjà dans les maquis du quartier. Ça me plaisait un peu, tu vois. Je sentais que genre, j'avais fait quelque chose de pas mal. Bon, c'était pas extra, mais déjà, je sentais que genre, ça venait, quoi. Et après, avec la rencontre de Kiff No Beat, je pense que au moment où Tu es dans pain est sorti, personne ne s'attendait à ce que ça devienne genre un tube africain, que tout le monde en parle comme ça et tout. Et quand je me suis assis devant la télévision, j'ai allumé la télévision et j'ai vu que ça passait sur les chaînes et tout. Je me suis rendu compte qu'on venait de passer du cap de genre les personnes qu'on connaît dans le pays aux personnes genre qu'on connaît dans l'Afrique et peut-être même au-delà, tu vois. C'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de 2013, 2014 que les choses ont vraiment commencé à changer. C'est-à-dire tout le travail qu'on avait fait depuis, je sais pas, 2010, 2007, 2008, on a commencé à le récolter 4 ans, 5 ans après. Et ça, je sais pas, il n'y a pas de mots dessus. Il y a tout en fait pour te faire abandonner. Il y a le manque d'argent. Parce qu'au début, quand tu commences, t'as pas de sous. C'est pas genre, on te paye à la fin du mois ou t'as pas de sous en fait. Genre, tu le fais sans rémunération particulière. Parce que déjà, t'es pas connu. Et puis, t'as pas le matériel. Genre, en fait, il y a beaucoup de contraintes. Il y a le soutien des proches. Moi, je vais pas dire que mes parents m'ont pas soutenu, mais à des moments aussi, ils ont eu des doutes, quoi. C'est-à-dire que ils se demandaient, est-ce qu'après, j'avais pas fait une bêtise d'entamer ce domaine-là, sachant que, genre, j'étais assez brillant à l'école et tout. Est-ce que c'était pas un gâchis et tout? Il y a tout ça là, c'est des combats, genre, que tu as tous les jours. Toi, tu bats contre ça tous les jours. Et garder la tête haute, garder la motivation nécessaire pour te lever, pour continuer. Et cette motivation-là, en fait, tu la gardes dans l'amour que tu as à faire, le travail que tu fais. C'est la seule chose, en fait, qui te maintient au final. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu finis et que tu écoutes ton travail et que tu es toi-même satisfait, c'est ça qui te permet de continuer. C'est pour ça qu'on dit toujours de faire des choses que vous aimez, parce que ça n'a pas de prix. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, à un moment donné, quand tu vas arriver à un niveau de difficulté, tu vas arrêter. Il y a des moments où tu te dis que c'est pas la peine, tu vas laisser tomber. Et ça n'arrive pas seulement genre au début, ça arrive souvent même au milieu de la carrière et tout. Et c'est pas seulement des facteurs du domaine, ça peut être des dépressions, parce que moi, j'ai eu beaucoup de dépression aussi. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être beaucoup de choses, tu vois. Mais
si on veut rester dans le domaine du showbiz, bien sûr, il y a eu beaucoup de moments où tu as envie de laisser tomber. Mais c'est surtout dans les débuts. Parce que les débuts, comme je dis, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de sous, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Et moi, dans mes débuts, en tout cas, il y a eu des moments où j'avais envie de continuer, genre, aller travailler. Parce que, en temps, bien sûr, quand j'ai ouvert mon studio, je continuais d'aller dans l'école. Je continuais ma formation en tant qu'informaticien. Après, j'ai eu une formation en tant que ingénieur en télécom. Et tout ça, en fait, je le faisais en même temps. Donc, j'ai jonglé les deux pendant un temps, le temps d'être sûr que c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire la musique. Mais à un moment donné, tu n'as plus le choix parce que tu as investi tellement de temps et tellement d'énergie dans ça que tu te dis si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu vas faire d'autre en fait? Après, il y a eu ma formation, bien sûr, mais c'est pas pareil. J'avais envie que la musique fonctionne. Du coup, j'ai investi vraiment toute mon énergie dedans, tu vois. Donc, cette période de ma vie là, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué, surtout avant que les choses commencent à marcher. Mais moi, j'ai compris que la seule manière pour que quelque chose fonctionne, quand tu es un entrepreneur, parce que je me dis que c'est aussi de l'entrepreneuriat, c'est genre se lancer dans le vide, c'est de ne jamais lâcher. C'est la seule règle en fait. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie sentimentale et ça m'a vraiment anéanti en fait. Je le dis pas souvent, mais mes relations amoureuses n'ont pas été tellement, tu vois, ça a été beaucoup de montagnes russes. Et moi, l'amour dans ma vie, c'est quelque chose de super important. C'est plus important que gagner des sous, qu'arriver à un tel stade de ta vie et tout. Moi, je me dis, c'est l'essence de la vie en fait. Et quand tu fais quelque chose, tu le fais par rapport aux autres. Il y a une publicité de Pirelli qui dit que sur rien nous sont les autres. Ça là, c'est une publicité qui m'a le plus marqué dans ma vie en fait, parce que quand tu regardes bien, on se dit genre on est autonome, on est autosuffisant, on n'a pas besoin de qui que ce soit. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire quand ils font les vidéos, quand ils font les TikTok et tout. Mais en vrai, tu fais ça parce que les gens te regardent. Tu fais ça pour attirer l'attention des gens, tu fais ça par rapport au reste du monde en fait. Et plus les gens te regardent, plus toi tu te sens mieux. Parce que tu sais que tu as un impact sur beaucoup de gens de ton entourage. Et quelque part, c'est une forme d'amour que tu recherches. Moi, si je suis entré dans le domaine de la musique, c'est bien sûr pour mon plaisir personnel, mais c'est aussi pour partager ça avec les autres. Et surtout, pour rendre mes proches fiers de moi. Et quand tu partages ta vie avec quelqu'un ou tu partages beaucoup de choses avec quelqu'un et cette personne-là, genre, ça se passe pas bien et tout, il y a un sentiment de genre, tu n'as pas réussi, tu vois. Et ça, c'est vraiment très... Ça me touche beaucoup en tout cas. Je pense que c'est ça qui a été à l'origine de plusieurs de mes dépressions parce que j'en ai pas fait qu'une seule. J'en ai fait beaucoup. Je pense que c'est ça qui a été à l'origine. Et puis, moi, la musique aussi, pour moi, c'est comme une thérapie. Ça me permet de véhiculer mes émotions. Ça me permet de me décharger. C'est pas seulement pour partager avec les autres, mais c'est aussi pour me permettre de m'exprimer. Voilà. Donc, quand je suis dans cette période-là, je fais beaucoup de sons. Mais beaucoup de sons, genre, très tristes, quoi. J'ai sorti un son qui s'appelle L'ombre de moi-même. Ça, je l'ai écrit dans un bar. C'est-à-dire que j'étais tellement, genre, j'étais dans cette période-là, quoi.
Et il y avait la musique du bar et tout. J'ai juste écrit la chanson sans vraiment y réfléchir, quoi. Et il y a beaucoup de gens que ça touche aussi, cette chanson-là. Le premier artiste qui a mis les pieds dans mon studio, il s'appelle Mark Bauer. C'était le grand frère d'une groupe dont j'étais fan dans le temps, qui s'appelle Deborah, qui était très fort en rap. Et quand j'ai ouvert mon studio, je me suis dit j'allais faire des sons pour lui sans qu'il paye. Parce que moi aussi j'étais en formation et tout, genre je voulais genre apprendre à mieux arranger les sons et tout. Donc j'ai commencé à faire des sons pour lui. Après on s'est pas entendu. Il a commencé à se fâcher contre moi, que moi je l'ai pas bien. Bon bref, ça s'est pas bien passé. Pendant ce temps-là, il y a Blacka et Elon qui venaient au studio. Leur groupe s'appelait KNB, Camille and Brice. À côté de ça, il y avait Jack Boys, eux ils venaient de Benjerville, qui était composé de 2 personnes, LJ et Jocha. Et il y a un petit qui venait au studio aussi, qui s'appelait Didi B, lui faisait ses sons tout seul. Donc, tout ce monde-là venait au studio avec tous les gars de la SIAD. Kaja, il venait pas encore. Mais il y avait toute la R4 Ghetto. Il y avait un groupe qu'on appelait R4 Ghetto. Il y avait Sassim. Il y avait Mark Bauer aussi, il était dedans. Il y avait Sadik. Plein de petits en fait qui fait le rap, quoi. Et ils venaient, ils payaient genre 10 000, 15 000. Ils font 1 heure, ils s'en vont. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, Camille, Brice, Jack Boys et Didi B, ils sont venus, ils disent non, finalement, ils ont décidé genre de se mettre ensemble, ils ont formé le groupe. Et comme genre c'est le groupe KNB qui a décidé genre de fonder le groupe là, ils vont garder KNB là, mais ils vont changer la signification. Au lieu que ce soit Camille and Brice, ils ont décidé que ça va s'appeler Kiff No Beat. Donc quand j'ai fini le son, j'ai dit le groupe s'appelle comment? Ça s'appelle Kiff No Beat. Et le premier son s'appelait Kiff No Beat aussi. Donc quand tu ouvres le son, il y a Kiff No Beat, Kiff No Beat. Titre Kiff No Beat, artiste Kiff No Beat. C'était le début en fait de tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Moi je savais pas où ça allait parce que moi je me disais bon de toute façon les rappeurs, bon moi j'aime le rap aussi donc ça me plaît de travailler avec eux, mais après il faut arrondir les fins de mois. Vous me donnez quoi, 10 000, 15 000. Les gars de couper des calés, on dit ils font des sons à 500 000, 600 000. Joe, est-ce que je ne vais pas commencer à faire couper des calés aussi? C'est comme ça que j'ai commencé à faire des sons pour les DJ gens du quartier. Et après, j'ai fait la rencontre d'un gars qui s'appelle Mozart, qui est devenu mon manager après, qui m'a dit que genre il aime bien ce que je fais et il veut apporter genre son aide. Donc lui il va aller discuter avec les grands DJ de la place pour m'apporter un peu de lumière quand ils vont venir chanter, genre ça va genre vraiment me booster et tout. Donc il a ramené DJ Lewis qui a été, si tu veux, mon premier grand artiste dans le temps à venir au studio. Et le deal c'était que je fasse des sons pour lui et lui il m'apporte la lumière. Je sais plus combien de sons j'ai fait pour DJ Lewis, je sais plus. Ça peut être autour d'une vingtaine, d'une trentaine, je sais plus, j'ai pas compté. Mais chaque fois que DJ Lewis avait de l'inspiration, en tout cas il venait au studio. Et c'est comme ça que notre collaboration a commencé. On a fait un morceau qui s'appelle Connexion. Après ça il a fait Symphonie déconnectée. Après il a fait Zotor. Il a fait plein de morceaux genre de spot pour chanter les noms des boucantiers du temps et tout. Après ça, lui aussi, on ne s'est pas entendu parce que dans le temps, il m'avait offert ses haut-parleurs. Il m'avait prêté ses haut-parleurs. Parce que moi, les haut-parleurs que j'utilisais, c'est le haut-parleur d'une chaîne hi-fi. Vous connaissez les chaînes hi-fi où on mettait CD dedans avant.
Voilà, c'est que moi, il prenait pour travailler. Avec mon micro, il mettait cravate dessus. Pour ne pas que quand les gens parlent, là, les postillons rentrent dedans. Bon, bref, j'avais un truc vraiment archaïque et tout. Donc, au fur et à mesure, j'ai acheté mes cartes son et tout. Mais je n'avais pas encore changé les haut-parleurs. Et lui m'a prêté ses haut-parleurs qui étaient les haut-parleurs du studio. Après, il a voulu venir tout le temps. Il voulait venir tout le temps et tout. Et je lui ai dit, maintenant que j'ai commencé à avoir d'autres clients, il faut que je fasse un programme. C'est pas comme au début où genre, tu peux venir à l'heure que tu veux et tout. Et là, il n'était pas d'accord parce qu'il voulait que, genre, quand il a son inspiration, il veut chanter en même temps et tout. Donc je lui ai dit, bon, là, ce ne sera pas possible parce que il y a beaucoup de clients. Je peux pas, genre, jeter les autres clients aussi. C'est vrai que, genre, il y a un deal entre nous, mais essaie de comprendre aussi, et puis on va s'entendre. Donc il s'est fâché. Et quand il s'est fâché, un jour j'étais en train de travailler avec des artistes, il a envoyé un de ses petits, il dit tonton Lewis est venu prendre ses haut-parleurs. Il a enlevé le haut-parleur, il lui a donné, il a remis mes haut-parleurs de chaîne fille. C'est comme ça que la collaboration entre Lewis et moi s'est terminée. Mais en temps, vu que j'avais fait des sons pour lui, les autres DJ ont entendu parler de moi, notamment Dolisiana de Bordeaux, DJ Moasco, DJ Maréchal, et puis tous les autres DJ Léo. Tout le monde, en fait, tout le monde avait commencé à... Et quand j'ai fait le son pour Dolisiana, je pense que c'est le premier son coupé décalé que j'ai fait qui a vraiment genre explosé à l'international, sur le territoire national, la révolte du Baba. Baba le pire, en fait, ça, tout le monde connaît. Et c'est ça vraiment genre qui a attiré le reste. C'est-à-dire quand j'ai fait le son de Dolisiana, Maréchal est arrivé, j'ai fait Abidjan tant gamin pour lui. Moi, ce qui est arrivé, il a fait ses sons, Prince à GT, machin et tout. Et genre, j'ai commencé à vraiment devenir en fait la région coupée décalée du moment. Bien sûr, je continuais de faire des sons pour Kiff No Beat aussi. Et je les ai entraînés genre dans ma vague de coupé décalé. J'ai commencé à faire des sons genre dans cette direction-là un peu pour eux. C'est-à-dire, j'ai fait C'était chaud en feat avec eux. J'ai fait Courant et coupé aussi avec eux en feat. Et ça aussi, ça a commencé à passer dans les bars, genre, comme ça, à leur donner un peu de cote et tout. Et c'est après ça, en fait, que Tu es dans le pain est sorti. Ils avaient fait leur album dans le temps aussi, Pétard d'ado. Ça a marché, mais genre, dans leur même fanbase là. Et Tu es dans le pain, ça les a envoyés vraiment ailleurs, quoi. C'était le début du rap aussi dans ce domaine-là. Dans cette période-là. À côté de ça, j'ai travaillé avec Force One. Force One qui avait entendu parler de moi, genre au niveau coupé décalé, avec Kiff No Beat et tout. Et ils se sont dit, vu que genre je sais faire les deux, eux ils vont venir essayer quelque chose, genre c'est la musique afro-beat que les Nigériens font. Ils vont venir essayer ça chez moi. Et c'est ce qui marche un peu, genre, ce qui marchait un peu dans les bars en France, parce qu'ils étaient en France. Quand ils sont venus à Abidjan, ils ont travaillé avec Bedel et ils ont fait Number One, leur premier son. Et Number One aussi a été un succès. Ils sont revenus, ils ont fait Champagne Rosé. Après Champagne Rosé, ils ont fait Rosé. En fait, ils ont commencé à faire tous les sons et les sons sont devenus des hits. Et ça aussi, c'était la branche afro, ivoire que je venais de lancer aussi. Du coup, genre, je faisais coupé décalé, je faisais rap, je faisais afro. De quelque part, je faisais zouk aussi. Bon, il y a certains artistes zouk, mais j'ai pas eu de succès dans le zouk malheureusement. Et c'est un peu après ça, avec toutes ces expériences-là, en fait, que j'ai lancé ma carrière, quoi. Quand Lewis est venu prendre ses haut-parleurs, je me suis dit, il faut que j'en achète, en fait. Il faut que j'achète des haut-parleurs, genre vraiment et tout. Et ça a coïncidé, en fait, vu que j'avais commencé à faire le programme, ça a coïncidé en même temps, j'ai commencé à avoir beaucoup d'artistes. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de sous. Et j'ai les sous, j'ai acheté des haut-parleurs. Mais voilà, ça a été un peu les périodes un peu difficiles. Hormis le fait qu'au début, comme je le disais, tu fais les sons, tout le monde te regarde, bon. Voilà, ok, tu fais du son, ok, pas de souci. Margot que j'avais dans le temps, quand j'ai commencé à faire mon affaire de musique, elle a sauté. C'est barré. Ensuite, avec les doutes aussi,
de la famille. Et ils avaient peur, ils ont toujours eu peur, jusqu'à ce que genre, ils commencent à avoir vraiment du succès et puis que ça les rassure, quoi. Parce qu'ils ont eu peur au départ, parce que c'était un milieu vraiment inconnu pour nous tous. Il n'y a personne genre, dans la musique qui a fait du showbiz avant pour dire genre, on va l'encadrer et tout. J'étais seul, quoi. Ma première chanson officielle, parce qu'avant je sortais des chansons sur mon propre site. Avant j'avais un site qui s'appelait shadowchris.com où je sortais toutes les chansons qui sortaient du studio. Que j'ai fait avec mon même frère avec qui je chantais avant. Lui, il est resté dans son domaine informatique. Moi, j'ai continué dans la musique, mais on a continué à travailler ensemble. Lui, il était derrière pour concevoir le site et maintenir le site. Et chaque fois qu'une chanson finissait dans le studio, on mettait ça sur le site. C'était devenu un peu la plateforme de la jeunesse, la plateforme du rap. Notamment aussi avec le groupe Kiff No Beat, que j'ai vu naître. Parce que quand j'ai ouvert mon studio, ils venaient de se rencontrer et tout. Et j'ai appris de tout ça en fait. J'ai sorti mon premier son sur le site en 2013. Ensuite, j'ai sorti officiellement ma première chanson au grand public, si tu veux, avec les radios, des promos radio, promos télé, tout ça. En 2014, ça s'appelle Je cherche mon lard. Et ça a été un succès national déjà. Ensuite, Boss Playa m'a repéré. Début 2015, j'ai signé à Boss Playa. J'ai sorti Je suis jamais prêt. Et ça m'a fait vraiment exploser à l'échelle internationale, quoi, en tant qu'artiste. Parce qu'on me connaissait déjà en tant que beatmaker. Je pense que j'ai toujours ces meilleurs moments-là. Je les passe toujours, en fait, même aujourd'hui. Parce que j'ai pas vraiment changé mon mode de vie depuis. J'aime faire la musique. J'aime composer, j'aime écrire, j'aime chanter, j'aime aller sur scène. J'aime la musique dans tout son ensemble, en fait. Et tous ces moments-là, c'est des moments où je prends vraiment beaucoup de plaisir, en fait. Je vois pas ça vraiment comme une tâche ou bien un truc difficile à faire. Parce que je kiffe ça, en fait. Ça coupe même mon sommeil. C'est-à-dire, quand je suis en train de composer, je peux rester éveillé genre, toute la nuit. Parce que c'est stimulant pour moi, en fait. Quand j'ai sorti les sons pour Doliziana et Maréchal et Moisco, j'étais là. Et puis, les gens commencent à m'appeler, genre, allô, mais tu as fait quoi à Arafat? J'ai dit, comment ça, j'ai fait quoi à Arafat? Ils disent, non, que Jean, il a sorti un son hier nuit. Quand tu vois, tous les bars sont en train de jouer ça. Parce qu'il était en clash dans le temps avec Funky DiCaprio. Et mon nom est sorti dedans. On dit, aïe, mais que genre, lui, il a clashé Funky DiCaprio, mais toi, tu lui as fait quoi? Il dit, je comprends pas. Moi, je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Et je vais écouter le son, j'entends genre dans le son, Shadowchris, si tu veux, il faut mettre château sur ton dos. Il n'est jamais venu chez toi. J'ai dit, mais ça sort d'où? Et après, je commence à faire mes recherches sur Internet et tout. Je vois une vidéo de Wanche qui venait de faire un son chez moi, en fait, et qu'il avait sorti la veille. Ça s'appelait Tolongo. Et je me rappelle, en fait, dans le temps que Wanche m'avait appelé, il disait, genre, pardon, je vais faire un son chez toi, que j'ai pas beaucoup d'argent, que ce qui est sur moi là, c'est pas beaucoup et tout, que pardon, je vais faire ça vite. J'ai dit non, j'ai mon programme et tout, genre, faut appeler Mozart, tu prends le programme avec lui. Il dit non, pardon, que je veux faire ça, que s'il fait pas ça maintenant, là, c'est pas bon, man, pardon, il a demandé pardon jusqu'à... Dieu merci, en fait, le soir, j'avais pas grand chose à faire. Il dit bon, le soir, il n'y a pas grand chose à faire. Viens, on va faire. Donc, il est venu, on a fait le son. On a fait le son, j'ai donné à mon frère Rab qui tenait le site shadowchris.com là. Rab est venu, il a fait une vidéo. Et puis, genre, dans la vidéo, Wanche dit que il pense qu'il est ici fini, genre, mais genre, ici là, ici réveillé. Et puis, dans le morceau, il disait ça. Genre, il pensait qu'il dormait, mais ici réveillé. Moi, il ne comprenait pas. Moi, il a fait le son, il a fini, il a donné à mon gars, il a posté. Et il y a une autre chaîne YouTube qui a posté la même vidéo, et puis ils ont changé le titre. Wanche répond à Arafat. Et en fait, c'est quand j'ai fini de regarder que j'ai collé tout ça, il dit, ah, je comprends maintenant pourquoi le gars, il veut m'insulter. Parce que, en fait, quand j'ai reconstitué l'histoire, il venait de chasser Wanche de chez lui.
Je sais pas exactement ce qui s'était passé entre eux. Je crois que Wancé lui avait manqué de respect ou bien un truc de ce genre. Il disait que c'était lui qui l'avait fait, lui, Arafat. Donc, Arafat s'est fâché parce que je crois que Wancé dormait chez lui. Et Arafat l'a chassé. Et dès que le jour où Arafat l'a chassé, il a quitté chez Arafat, il est arrivé chez moi pour faire la chanson en même temps. Et en fait, c'est après que j'ai su tout ça. Mais je me mets dans sa tête, je me dis que, bon, un gars, lui, il vient de chasser, moi, il m'avait fait son pour lui, ça veut dire que je suis de son côté. Je me dis que c'est comme ça qu'il a réfléchi et qu'il a sorti le son. Après ça, Kif No Beat, qui est bien au courant de toute l'histoire, il devait faire un concert en 2016. Moi aussi, dans le temps, j'avais sorti mes sons et tout. Et la veille de son concert, on s'est trouvé chez... Je crois qu'on était chez Mola avec Kif No Beat et Mal-OS. Et lui, il est venu. Il est venu et puis il dit, toi, genre, t'es un de mes fans en esprit, quoi. Il dit, ouais, Joe, moi, je n'ai jamais eu rien contre toi. Toi, tu dis, tu vas jamais venir chez moi. Il dit, ok. Bon, il a compris maintenant, genre, il a compris que genre, tu n'as rien contre moi et tout. Mais comme il a déjà dit à mes fans que, genre, il y a un discours entre nous, tout ça là. C'est qu'on va faire là. Il a déjà dit qu'il ne vient plus chez toi. S'il vient chez toi, les fans vont m'insulter. Donc toi, viens chez moi. On va travailler. C'est comme ça. Le lendemain, il a fait le concert où il y avait MHT, Kif No Beat est monté sur scène. Et on a fait genre comme si genre, on avait fait la réconciliation et tout. Moi, je suis monté sur scène, j'ai fait a cappella de C'est nous les boss avec Serge Beno là. Et il est venu, il a sauté sur moi, genre, on a fait réconciliation de haut les gens et tout. Et après ça, le même soir quand on a fini le concert, on est allé chez lui avec MHD. On a fait un morceau. Malheureusement, je sais pas, peut-être Universal n'a pas voulu que ce morceau-là sorte et tout. Mais à partir de 2015-2016, lui et moi, on était devenus vraiment genre, vraiment potes quoi. Alors après avoir lancé ma carrière en 2014, j'ai fait beaucoup de collaborations. Notamment, juste après la CAN, j'ai fait un morceau avec Black Int. Au cas où les éléphants gagnaient, on sortait le son. C'est sur ce qu'on s'est entendu quand on a enregistré le son. On a enregistré le son la veille de la finale de la CAN. Et puis on a dit, bon, au moins ça y est là. Nous, on est déjà en finale. Si jamais on gagne, on n'a rien à perdre, le son est là. Si on a perdu, c'est pas grave. Au moins, on a déjà fait le son. Donc, on a fait le son, on a gardé. Et on a gagné. On a gagné, on s'est appelé en même temps. On a dit, Joe, faut qu'on aille au stade Champoux. On va aller au stade Champoux, on va faire le clip en même temps. Ça s'est passé super vite. Et ça, c'était avant la sortie de ce genre prêt. Donc, on a enregistré le son. J'ai fini, il a envoyé en France pour mixer. On a fini, on a sorti le son, voilà. C'est comme ça qu'on a fait champion d'Afrique avec Black Int, qui est aujourd'hui un grand boss. Ensuite, il y a eu la collaboration avec Serge Beno, il y a eu tellement de collaborations. Chanel aussi, on s'est connus dans la même période à Boss Playa. On s'est connus en 2015. Elle était venue pour... en 2016, elle était venue pour mon tournage parce que je venais de signer à Warner France. Elle était venue pour mon tournage avec un artiste qui s'appelle Younes, c'est un artiste marocain. C'était le premier son qui sortait du label Warner France. Donc, ils ont vraiment mis le paquet, Boss Playa a vraiment mis le paquet. C'était des images, c'était les premiers clips avec Red, genre haute qualité et tout. Et elle était là parce qu'on a tourné le clip au VIP. Et elle était au VIP. Et genre, on a discuté vite fait. Elle m'a dit qu'elle était là parce qu'elle aussi, elle s'apprêtait à sortir un morceau. Et je crois que c'était Chiza dans le temps. Elle était en train d'apprêter son album et tout. On a discuté vite fait, quoi. Elle était chez Mousse parce qu'elle travaillait dans le studio et Mousse qui était chez lui à la maison. Donc, quand je partais chez Mousse, je la voyais là-bas aussi. Bon, on a discuté juste comme ça, genre. On n'a même pas échangé les contacts, genre, on a dit voilà, moi, chez toi. Et plus tard, elle a sorti Chiza qui a été genre le tube, machin et tout. J'ai eu le temps de découvrir aussi ses autres sons, son image, sa manière de
de chanter, sa gestuelle et tout. Et bien plus tard, en 2018, j'ai écrit Pays 16. Et quand j'ai écrit Pays 16, à la base, c'était pour le faire tout seul, quoi. Donc quand j'ai gardé, je ne savais pas à quel moment j'allais le sortir. J'ai sorti d'autres sons, j'ai sorti Ça donne la chaleur, j'ai sorti mon bas les couilles. En temps, j'avais fait le son avec Loco aussi, que j'avais fait seul. Après, quand j'ai vu Loco, j'ai dit, bon tiens, voici un son qui pourrait te plaire. On a fait le feat, c'est sorti. Et puis, c'était là depuis, en fait, tout ce temps-là. Et quand j'ai rencontré Bossman en 2021 pour le tournage du film Perfidie, dans lequel je suis un des acteurs principaux aussi, je lui ai dit que actuellement je suis en train de préparer un morceau, genre ça s'appelle PIC et tout, mais je ne sais pas avec qui je vais le faire parce que je n'ai pas envie de le faire seul. Donc on a réfléchi ensemble et on s'est dit Chanel pourrait bien aller parce que les paroles de la chanson en fait ça va avec ce qu'elle dégage comme énergie et tout. Donc on l'a appelé, je lui ai dit voilà, genre, je vais faire le son là avec toi. Essaie d'écouter, essaie de voir genre, ce que tu en penses et tout. Au début, elle a tourné un peu. Elle a dit non, il faut qu'elle parle à son producteur, machin et tout. Mais après, on s'est entendu. Et puis, elle est arrivée à Abidjan avec l'aide du Bossman. On a sorti, on est allé au studio, elle a posé. Le lendemain, on a tourné la vidéo. Et puis, on a gardé. Maintenant, on a préparer la stratégie pour sortir le son. Les meilleurs moments, c'est les moments où tu sors tes chansons, ou les instrumentaux que tu fais pour les artistes, et que ça a de bons retours. C'est-à-dire tu sors une chanson sans le dire à tes proches, tu sors la chanson, et c'est tes proches qui viennent te dire « Ah ouais, t'as chanté cette chanson, franchement, moi j'adore et tout ». Sans que tu leur dises même que c'est sorti, c'est-à-dire que ça fait le tour, ça allait dans les médias, c'est revenu, eux ils ont écouté, ils sont revenus te dire que c'est quelque chose de bien. Ça franchement c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Et je pense que c'est ça qui est le moteur un peu de nous tous, nous les créateurs, peu importe, hein, même pas seulement dans le domaine de la musique, que ce soit des peintres, que ce soit des infographistes, peu importe. Tous ceux qui sont dans le domaine de l'art, quand ton art est reconnu à grande échelle, c'est vraiment une satisfaction qui a... Je dirais c'est un peu comme une drogue, quoi. Parce qu'une fois que tu as goûté à ça, tu n'as plus envie d'arrêter, tu as toujours envie d'en refaire pour pouvoir faire kiffer les gens et toi-même te faire kiffer aussi. Voilà. Donc mes meilleurs moments, en fait, c'est ça. C'est le moment où ton art est vraiment reconnu partout, quoi. Ça veut dire que tu as atteint un objectif que tu voulais depuis longtemps. Alors si je devais parler à Christian quand il avait 5-6 ans, ce que j'allais lui dire c'est Chris, tu es amené à avoir un bel avenir. Pas forcément là où tu penses, mais tu es amené à faire de grandes choses. Tu vas avoir beaucoup de difficultés dans ta vie, mais la vie est faite de hauts et de bas, de difficultés, de joie et de peine. Et c'est tout ça qui fait la beauté de la vie. Donc, reste concentré, travaille dur, comme tu le fais déjà si bien. Reste concentré, reste focus. Et tu vas voir ce que Dieu fera pour toi dans ta vie. Et si c'était votre histoire, quel titre lui donneriez-vous ?